Nouvelle semaine sur la terre et nouvelles audiences dans le prétoire du tribunal de l'actualité avec au rôle aujourd'hui les dynamiques socio-politiques et les mutations sociales opposées à la crise sécuritaire à laquelle fait face le Burkina depuis plusieurs années maintenant. Des chercheurs de diverses disciplines et des professionnels de la question de la sécurité organisent en effet une journée scientifique autour de cette problématique avec des panels qui nourriront les réflexions pour dégager des pistes d'action pour la résistance. Pour en parler, nous recevons pour vous Zakaria Soré, socio-anthropologue, enseignant-chercheur et membre du laboratoire Genre et Développement de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Soré et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président. Bonjour à tous les spectateurs, bonjour Monsieur le juge. Bonjour. Avec moi pour cette première audience de la 21e semaine de l'année 2023, le juge Bernard Boukman. Bonjour juge Bernard Boukman. Oui, bonjour Président, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. C'est votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants de l'actualité sur Watt 100.7 FM, la radio 100% urbaine. Vous nous regardez également sur la télévision interactive et vous nous suivez sur nos plateformes numériques. Et sans plus tarder, voici la séquence avant-propos que je convoque à présent. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, juge Bernard Boukman nous administre son sérum de motivation dans cette séquence avant-propos. Oui, et c'est avec une citation de Thomas Edison. Quand on parle de Thomas Edison dans le milieu des inventions, c'est un nom qui pèse, c'est un nom qui compte. L'homme a plusieurs brevets. Et c'est aussi le symbole de la persévérance et du courage. Et la citation, je cite, beaucoup d'hommes ayant échoué ne savaient pas à quel point ils étaient proches du succès quand ils ont abandonné. Fin de citation. Beaucoup d'hommes ayant échoué ne savaient pas à quel point ils étaient proches du succès quand ils ont abandonné. Fin de citation. J'ai dit c'est une citation de Thomas Edison qui a lui seul à plusieurs brevets, mais aussi c'est aussi le symbole de la persévérance. Et donc qui fait des inventions qui ne marchent pas mais qui n'abandonne pas. Et quand on lui pose la question, mais vous avez échoué avant de lui dire non, il n'avait pas échoué. Il a essayé plusieurs façons qui ne marchaient pas. C'était pas un échec. C'est la façon de faire qui ne marchait pas. Donc il fallait changer pour que ça aboutisse. Et donc il ne l'appelait pas échec. Et donc ce lundi, je voudrais partager cela. Encourager les uns et les autres parce que parfois il reste un dernier pas à faire, un dernier trou à creuser, un dernier coup à donner. Et puis le succès, il est là. Mais bon, après, quand on regarde tout l'effort qui a été parcouru, on se dit tout ça, c'est jusqu'à présent, ce n'est pas réalisé. C'est que. Et puis bon, on passe à l'abandon, on se dit ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher. Il faut s'armer de courage, de force et beaucoup de détermination et de persévérance. Donc, je vais terminer en souhaitant une très bonne semaine aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi à toutes ces personnes, femmes et hommes qui sont dans le milieu de l'humanitaire, qui travaillent à donner un brin d'espoir, un brin de sourire à toutes ces personnes qui sont les déplacés internes. Excellente semaine et merveilleux lundi. Excellente semaine et n'oubliez pas que c'est la dernière clé du trousseau qui parfois ouvre la porte. Ne vous découragez donc pas. Et puis, vous le savez, je l'avais dit en début, c'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui se penche sur la crise sécuritaire que vit le Burkina et notamment sur les enseignements à dégager en termes de dynamique sociopolitique et de résistance avec à la barre des convoqués Zakaria Soré, socio-anthropologue, enseignant-chercheur et maître de conférences, auteur de plusieurs recherches et ouvrages sur l'éducation, les mouvements sociaux, le développement de la sécurité par le bas dans le contexte de périls terroristes et de grand banditisme. Zakaria Soré est aussi membre du laboratoire Genre et Développement de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et boursier du programme Pilot African Postgraduate Academy, c'est le PAPA, et il est donc au cœur du sujet que nous évoquons aujourd'hui avec tout d'abord quelques questions d'ordre général, Bernard Boukman.
Et puis, franchement, pour des questions de généralité en lien avec ce sujet ou notre invité, bon, je préfère qu'on aille dans le plat. Alors, on va dans le plat avec vous, Zakaria Souré, puisque on parle de la crise sécuritaire au Burkina. Et puis, il y a quand même à dire au début qu'il y a une sorte de cartographie des mouvements qui opèrent dans la zone sahélienne et particulièrement au Burkina. Quel état des lieux on peut faire de cette cartographie à l'heure actuelle? Merci bien, Monsieur le Président, Monsieur le juge, merci bien. En termes de cartographie, je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus et ces travaux permettent de savoir quels sont les territoires d'action des différents groupes armés qu'on retrouve sur le territoire burkinabé. Donc, il y a ces grands groupes qui agissent un peu dans le Sahel et dans d'autres espaces qui côtoient le Sahel. Mais il y a aussi des groupes qui essaient d'avoir des branches locales à partir desquelles, de loin, ils téléguident un certain nombre d'activités. Donc aujourd'hui, quand on prend le territoire burkinabé, les zones de forte action terroriste sont des zones déjà connues. Enfin, l'acteur qui agit est connu grâce donc à cette cartographie qui permet de voir qu'au Sahel, à la Boucle du Moun, au nord et à l'est, ce sont des groupes différents qui peuvent avoir des philosophies différentes qui souvent se combattent entre eux et qui essaient donc chacun à son tour d'avoir donc un espace. Mais tous ces groupes se retrouvent à avoir comme principal adversaire l'État qui essaie donc de garder son territoire face à ces différents groupes-là. Donc, ils sont connus, les territoires d'action sont connus, leurs violences aussi sont connues parce que les groupes, étant donné que les philosophies sont différentes, la menace aussi est différente, le mode opératoire également est différent. Donc à partir de cette cartographie et à partir donc de ces violences, soit face aux forces de défense et de sécurité ou soit face aux populations civiles, on arrive déjà à voir pour telle ou telle action quel est le groupe qui est derrière. Et vous le soulignez d'ailleurs, les différents États de cet espace sont victimes de violences portées par des acteurs avec des profils et idéologies divers. Oui. Il y a des narcotrafiquants, il y a des djihadistes, il y a des grands bandits. Oui. Donc finalement, il y a des intérêts qui s'imbriquent mais qui sont aussi divergents. Et finalement, le Burkina doit trouver ou doit démêler un peu tout cela pour savoir dans quelle direction agir. Tout à fait. Les groupes sont différents, les philosophies différentes, les intérêts différents également. Parce qu'on a des groupes fortement idéologiques du point de vue religieux qui essaient donc de prendre en prise sur le territoire avec leur objectif bien déterminé qui est d'ancrer donc une certaine pratique religieuse. On a des groupes de narcotrafiquants qui veulent profiter des couloirs qui existent ou des désordres posés et qui essaient donc de se définir un certain nombre de territoires pour pouvoir donc agir et faire les trafics différents. Mais on a aussi les opportunistes qui profitent donc de toute cette déstabilisation. Ces opportunistes sont les grands bandits, les bandits de grands chemins qui profitent donc du désordre et qui profitent également d'une certaine peur qui s'est installée auprès des populations pour pouvoir donc mener des actions de vol, des actions donc de pillage des populations. Donc il y a tout cet ensemble-là et ce qui facilite l'action, c'est déjà donc de connaître les acteurs, de connaître leurs attentes, de connaître leurs objectifs et en fonction, le combat devient plus simple. Quand vous avez affaire donc à un groupe idéologique du point de vue religieux, vous n'avez pas donc à utiliser la même force ou la même stratégie que quand vous avez face à vous des bandits de grands chemins qui veulent profiter du désordre, c'est faire donc une certaine santé économique. Est-ce que, selon vous, et sur la base des recherches, des travaux que vous avez déjà effectués et de l'observation de ce qui se passe, vous avez le sentiment que l'État a fait le tri et sait à qui il a affaire et a catégorisé justement les groupes qui opèrent sur son territoire?
Non, je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que l'approche en termes de sécurisation reste la même. La force qu'on met, c'est la même force face à ces différents groupes-là. Donc, j'ai pas l'impression qu'on est arrivé déjà à cette situation où on sait si cet espace, ce sont des bandits des grands chemins, si cet espace, ce sont des bandits du point de vue religieux, et des idéologues religieux. Et là, on ne sait pas si ce sont des narcotrafiquants aussi. Donc le mode d'action des forces de défense et de sécurité reste le même, et tous ceux qui agissent soit en menaçant la population, soit en essayant d'imposer une certaine pratique religieuse, ou soit en volant du bétail ou d'autres ressources, sont traités de la même manière. Donc il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a pas cet ami. Il n'y a pas encore cet ami. Alors il faudrait faire cet ami. Il faudrait pouvoir différencier pour adapter la riposte à chaque groupe, c'est ça? Tout à fait. Alors Bernard Bougma, le groupe auteur de ces violences là profite bien évidemment, et les chercheurs l'ont souligné, de la faiblesse de l'État, de l'inégalité dans le développement des différentes régions à l'intérieur des différents pays de la zone sahélienne, et du difficile rapport à l'État moderne et à ses institutions. Oui, tout à fait. Et dans la cartographie, vous avez dit qu'il y en a qui font des revendications religieuses, d'autres ce sont des narcotrafiquants qui cherchent des couloirs d'écoulement. Mais est-ce que dans ce groupe, il y a aussi des gens qui revendiquent, qui ont des revendications territoriales, comme certaines sources l'ont indiqué par moment? Je crois que les revendications territoriales, même si elles existent aujourd'hui, elles sont faibles, mais elles sont venues à un second niveau. Les premières revendications étaient beaucoup plus des revendications d'ordre religieux. Et souvent d'autres qui ne revendiquent rien, qui viennent. Donc on se retrouve donc face à cette multitude de groupes qui soit profitent donc de tensions d'abord intercommunautaires ou intracommunautaires pour pouvoir s'ancrer, et au fil du temps il y en a qui épousent un peu donc justement ce que vous dites des revendications territoriales. Peut-être ça devient une sorte donc d'opportunité pour pouvoir recruter, pour pouvoir allier et pour pouvoir se faire couvrir, quand on donne l'impression à la population que ce qu'on demande est ce que vous devrez également demander. Ça facilite donc l'enrôlement et le recrutement. Sinon, au départ, les groupes ont agi prioritairement donc sur des plans qui ne sont pas forcément des plans de revendication territoriale. D'accord. La question religieuse a toujours été au centre. Il y en a qui nient, il y en a qui disent c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors vous dites qu'au départ, c'était cela, parce que quand on observe au Sahel, la rupture d'ailleurs est venue d'une façon de pratiquer la religion, où tout le monde doit relier une façon de pratiquer. Mais c'est un sujet quand même qui reste tabou, pour ne pas dire sensible au Burkina. La question religieuse dans la lutte contre le terrorisme. Au niveau terrain et avec les acteurs, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est un sujet qu'on qualifie de hautement sensible. Justement, c'est ça le problème. Il est qualifié de hautement sensible, ce qui fait que tout le monde a des difficultés pour l'aborder. Parce que l'aborder, pour certains, c'est comme si on indexait des groupes particuliers. Et ça fait que soit, que ce soit le politique, que ce soit le militaire qui veut mettre la sécurité, ou que ce soit certains chercheurs, on prend suffisamment donc des précautions avant d'aborder la question. Mais en réalité, quoi qu'on dise, quelles que soient les précautions il faut prendre avant d'en parler, il est aujourd'hui très difficile d'enlever cette question religieuse là de l'action de beaucoup de groupes qui agissent sur le territoire. Et cette question est là, et je pense qu'il faut l'affronter à un moment donné, sans vraiment dire franchement le mode opératoire, dire franchement les stratégies des acteurs, et voir comment il faut arriver donc à contrecarrer. Mais si on va aller toujours dans l'optique de déni des choses, on évite de faire le bon diagnostic qui nous amène justement à trouver la solution face à ces groupes. Et aborder la question religieuse, contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas une manière d'accuser une religion ou une autre, mais c'est une manière de regarder au fond. La question religieuse peut être au centre, mais elle peut faire l'objet d'une manipulation par des gens qui veulent atteindre
des objectifs particuliers. Mais tant qu'on continuera de dire qu'il n'y a rien de religieux, qu'on n'a que des gens qui sont entre guillemets égarés, on laisse une bonne partie du diagnostic et on risque de proposer des solutions qui ne vont pas tenir. Ce qui fait que nous, dans notre approche, nous essayons d'être suffisamment holistes en regardant toutes les possibles causes de ces mouvements qu'on a, et on ne s'enferme pas sur des choses, on se laisse véritablement, donc on se donne un terrain large qui nous permet de regarder à la fois les différentes causes de ce problème, que ce soit religieux, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'inégalité territoriale. On s'est fait suffisamment d'espace pour pouvoir arriver à saisir la chose avec toute sa complexité. D'accord. Vous avez également évoqué les questions, les problèmes intercommunautaires ou bien intracommunautaires. Oui. Quelle est la part de ces questions intercommunautaires et intracommunautaires? Parce qu'à l'intérieur des communautés, il y a même des problèmes qui nourrissent également ce terrorisme-là. Quelle est la part de ces conflits inter- ou intracommunautaires dans le contexte actuel? Intra d'abord parce que, quoi qu'on dise, nous avons affaire à des sociétés qui sont hétérogènes dans leur composition. Et cela fait qu'il y a une sorte de hiérarchie qui existe. Et quand dans une société il y a des hiérarchies qui existent, ça veut dire que tout le monde n'est pas à la même position, soit en termes de privilèges, soit en termes d'accès aux ressources, soit en termes même de relations avec l'autorité ou avec certaines composantes. Ce qui fait que le fait qu'on ne soit pas donc au même niveau est considéré par certains comme étant une sorte de délaissement déjà, sinon une sorte de banalisation du statut de certains à l'intérieur des communautés. Et cette différenciation a été utilisée donc par des acteurs qui ont installé les premiers groupes au Burkina, en disant que ce n'est pas normal que dans une même société, on ait des gens qui sont favorisés, on ait des gens qui peuvent avoir accès à un certain nombre de choses et il y en a qui ne peuvent pas en avoir justement parce qu'ils sont donc d'une autre composante. Et le premier à raisonner comme cela, c'est justement donc Madame Dicko qui s'était levé contre sa communauté en pensant que la communauté est tellement inégalitaire, alors que dans le monde d'aujourd'hui et surtout suivant les principes de la religion, il n'y a pas question que la position sociale de l'acteur soit utilisée pour brimer ou pour tenir la tête des croyants à un moment donné. Ça a été une utilisation donc interne qui a permis donc de recruter beaucoup de personnes qui se sentaient déjà flouées par la société et qui trouvaient donc au discours proposé une stratégie donc pour pouvoir se donner de la force et surtout pour pouvoir inverser les relations intracommunautaires. Au niveau intercommunautaire, ce qu'on peut dire, c'est que les communautés ont vécu ensemble, elles ont toujours eu de bonnes relations, mais souvent aussi il y a des frictions entre elles. Et ce qu'on dit banalement en Afrique, c'est que quand vous êtes ensemble, vous partagez le même territoire et les mêmes ressources, vous partagez également les mêmes palabres. Donc il n'y a pas de coexistence éternellement sans problème. Il y a des petits problèmes et justement ces groupes qui se sont installés à des moments donnés ont profité donc de ces petites querelles-là pour recruter et pour gagner des territoires. Oui. C'est ça. Pour se développer. Oui. Alors, nous recevons Zakaria Souré, il est socio-anthropologue et enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous parlons bien évidemment des dynamiques sociopolitiques à la veille de cette journée scientifique qui va se tenir donc à Ouagadougou sur cette question. On parle de dynamiques sociopolitiques, mais il y a aussi des dynamiques locales, Zakaria Souré, puisque justement le développement des attaques terroristes, vous l'avez souligné, a entraîné la création ou la réactivation de groupes d'autodéfense. Alors, parlez-nous rapidement de cette dimension de la crise avec l'apport de ces groupes d'autodéfense dans l'organisation de la résistance.
les dynamiques locales sont venues justement donc à partir du regard que les communautés, que les populations dans les différents territoires regardaient les réponses apportées par l'État face à la crise et face aux groupes armés qui les attaquaient. Et au premier moment des attaques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup plus donc on avait l'impression qu'il y avait une absence de stratégie pour contrecarrer ces groupes-là à un moment donné. Soit peut-être parce que ceux-là qui devraient assurer la production de la sécurité estimés n'étaient pas suffisamment dotés pour faire face donc à la menace. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de territoires, les attaques des groupes armés ont été suivies donc par des replis des forces officielles qui devraient justement donc contenir ces attaques-là. Et face à ces replis, les populations directement n'ont pas suivi ce mouvement de repli donc des forces armées là. Et ce qui a été fait, c'était la création ou la tentative donc de protéger son territoire face aux groupes armés. Ce qui fait que on s'est retrouvé avec donc sur le même champ de la sécurité des acteurs officiels de l'État, mais aussi des acteurs communautaires qui essaient justement donc de donner une réponse en termes aussi de violence, en termes de sécurité, pour pouvoir sauvegarder les territoires, continuer à y vivre et à y produire également. Ce qui fait que les groupes qui avaient donc qui étaient déjà organisés, qui avaient donc des sortes de groupes qui répondent ou qui organisent, qui produisent de la sécurité, ont dû s'armer, ont dû donc faire recours à un certain nombre d'armes et essayer de répondre à ce que les groupes d'autodéfense ont fait. Enfin, à ce que les groupes armés font sur le territoire. Donc, il y a donc justement cette faiblesse-là de l'État à un moment donné qui a imposé donc que la population décide elle-même de pouvoir travailler pour pouvoir se protéger. C'est dans cette dynamique-là que naissent ou que sont réactivés des groupes d'autodéfense qui sont restés particulièrement sur des territoires et qui essaient de contrer les groupes armés malgré le fait que les producteurs officiels de la sécurité se sont retirés. Oui, mais quand vous parlez des groupes d'autodéfense, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions d'ailleurs. Oui. On évoque par exemple les Koluogo, oui. Et puis il y a cette officialisation, cette légalisation avec les volontaires pour la défense de la patrie. Oui. Comment évolué finalement ces groupes-là et qu'est-ce qu'ils ont concrètement apporté dans la réponse à ces attaques? Aujourd'hui, vous avez des territoires particuliers qui existent au Burkina, qui sont encore sous commande de l'État burkinabé parce qu'il y a des groupes d'autodéfense qui très rapidement ont essayé donc d'être les seuls qui s'opposent aux groupes armés par défaut de l'existence de forces officielles de défense, soit parce que il y en avait pas, soit parce que elles se sont retirées et les populations ont dû donc défendre leur territoire. Et si on remonte la grande publicité autour des groupes d'autodéfense arrive à un moment donné où les populations, surtout rurales, avaient cette impression que l'État se contentait de gérer les zones urbaines et que les zones rurales sont laissées pour compte. Pour cela, elles ont décidé donc de se défendre elles-mêmes. Et pendant longtemps, dans certains espaces, peut-être on peut en citer d'autres, où officiellement même l'État acceptait que l'arrivée des groupes d'autodéfense a permis donc de faire reculer surtout le grand banditisme. Donc ces groupes-là sont intervenus, ont eu un poids certain sur la réponse apportée dans la lutte contre le terrorisme concrètement. Oui, ces groupes ont été une réponse d'abord au niveau de la lutte contre le grand banditisme. Ils ont pu donc instaurer une certaine quiétude dans certaines zones. Je suivais aussi une production de films dans
lesquelles des populations dans la zone de Bougainville disaient qu'avant l'arrivée des groupes d'autodéfense, il était impossible pour elles de pouvoir circuler librement. Et souvent, quand vous vendez du bétail, ce qui vous reste à faire, c'est de dormir dans les arbres, mais pas à la maison, parce que certainement des gens vont venir la nuit récupérer ce que vous avez eu. Donc, il y a eu une réponse d'abord des populations et ensuite l'efficacité ou l'impression d'efficacité que les populations avaient sur la réponse apportée par le groupe d'autodéfense a amené les populations à croire beaucoup plus à ces groupes de défense et à essayer donc de leur donner l'information ou de travailler à les doter pour qu'ils puissent donc faire face à la menace. Et ces groupes ont évolué, ces groupes se sont multipliés en fonction aussi de l'avancée des groupes armés. Et à un moment donné, ces groupes ont dû aussi battre en retrait ou faire profil bas en fonction aussi de la puissance avec laquelle les groupes armés arrivaient, la violence qui était imposée par les groupes armés. Donc il y a eu aussi ce passage-là. Vous voulez dire les groupes armés terroristes? Oui, quand je dis les groupes armés terroristes, qui venaient donc avec une certaine violence, et face à ces groupes armés terroristes très violents, il y avait des populations et des groupes d'autodéfense qui le plus souvent faisaient avec des moyens dérisoires, qui n'arrivaient pas à faire face et qui étaient victimes. Ce qui fait que dans certaines zones, il y a des groupes entiers qui se sont démobilisés parce que vouloir avec le moyen qu'ils avaient faire face à des groupes armés terroristes qui viennent souvent bien armés et en grand nombre, c'était comme si on était dans une dynamique de suicide. Et la politique publique en matière de sécurité évolue donc vers les VDP, comme vous le dites, justement parce que les gens se sont rendus compte à un moment donné que les groupes d'autodéfense qui acceptent de reconnaître l'autorité de l'État sont des groupes avec lesquels il faut travailler. Justement, soit parce que objectivement, on a dit, et l'armée même le disait souvent, il est difficile d'avoir un militaire dans chaque village qui va défendre le village. Donc, il faut que vous aussi vous venez. Ce qui fait qu'au niveau des opérationnels et au niveau des politiques, la conception de la participation des civils à la production de la sécurité évolue à un moment donné. Les militaires n'étaient plus opposés radicalement à ce que les civils participent à la production de la sécurité. Ils ont même pensé à un moment donné qu'ils sont ultra important donc dans les dispositifs de production de la sécurité et qu'il fallait les impliquer. Peut-être les débats se trouvaient à ce qu'ils doivent faire. Doivent-ils aller au combat ou doivent-ils simplement se contenter de produire de l'information qui permettrait aux forces armées de pouvoir répondre? Mais quoi qu'on dise, c'est à la fois l'impression d'efficacité perçue et à la fois l'improbable maillage territorial par les forces officielles qui a entraîné finalement l'entrée officielle de ces civils dans la production de sécurité sous le nom de volontaires pour la défense de la patrie, donc qui sont également au front avec les forces de défense et de sécurité. Bernard Bougma. Oui, effectivement, il y a eu l'apport de ces groupes d'autodéfense. Certains groupes étaient déjà actifs avant même l'arrivée du terrorisme. Je parle des Dozo. Je parle également des Kogologo qui étaient beaucoup plus opposés au grand banditisme avant qu'on ne parle effectivement de terrorisme. Aujourd'hui, leur rapport effectivement a pris une autre dimension. À tel enseigne que, voilà. Mais sur le plan terrain, il y a des acteurs également qui ne veulent pas en entendre parler. Soit des Burkinabés, soit aussi la communauté internationale. Vous avez des pays également qui ne veulent pas en entendre parler. Bon, on dit que c'est des auxiliaires, mais bon, leur nombre semble être plus important que les forces de défense et de sécurité. Sur certains terrains, vous l'avez dit, ces éléments-là sont à l'avant-garde, effectivement, de cette lutte-là. Mais maintenant, dès lors qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, est-ce que ça ne se ressent pas sur le plan terrain dans la collaboration?
Ouais, c'est toujours difficile comme ça parce que même avant cette légalisation à travers la loi portant volontaire pour la défense de la patrie, il y avait déjà des collaborations même différenciées en fonction des acteurs sur le terrain. Il y avait des zones dans lesquelles les officiels de la sécurité de l'État n'avaient aucun problème à collaborer avec des coléros et des dozos. Mais il y avait des zones dans lesquelles certains ne voulaient pas en entendre parler. Donc, ce problème est resté jusqu'à la formalisation à travers la loi, et surtout que certains disaient que tel que les VDP ont été construits, c'était pas l'idée de départ, parce que au départ, pour certains, il n'était pas question qu'ils soient en première ligne, mais il était question simplement qu'ils fassent de la production de l'information et de la police de proximité, qui consistait à collecter les informations, à renseigner la police, la gendarmerie et l'armée pour que ces institutions-là puissent agir. Ce qui fait que même jusqu'à une certaine période, on a eu donc ces problèmes de collaboration, et on se souvient tous que le ministre de la Sécurité autour de 2020 s'était plaint qu'il y avait des VDP qui n'étaient pas reconnus par l'État et à qui il était très difficile de pouvoir apporter un certain nombre de choses. Donc ce problème-là est resté. Ces derniers temps... Ce problème est réglé aujourd'hui, non, avec la nouvelle organisation? Je ne sais pas réellement aujourd'hui comment ça se passe, de façon opératoire comment ça s'est fait, mais on a l'impression que ces débats prennent moins de place. On ne sait pas comment de façon pratique sur le terrain c'est organisé, mais en termes de débat, on entend moins parler. Et ce qui est tenté de faire aujourd'hui et qui fait que sur le terrain, ceux qui n'ont pas une belle connaissance des questions militaires arrivent difficilement à faire la différence entre VDP et militaires ou policiers. C'est la question de la tenue aussi que ces gens portent aujourd'hui. Peut-être un effort au niveau du politique qui visait donc à faire en sorte qu'il n'y ait pas de distinction. Mais quoi qu'on dise, il y a toujours des VDP qui agissent sans être aujourd'hui commandés donc par des militaires dans certains espaces. Ils se retrouvent toujours entre eux à pouvoir donc faire face. Du point de vue de l'international et de certains acteurs qui doutaient un peu, et peut-être, je pense... Ou qui réprouvent même l'idée de ces VDP. Tout à fait. Je pense que ça fait partie aussi des aspects suffisamment, sur lesquels il y a un manque, soit manque d'information, soit manque de compréhension, qui fait que certains acteurs aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de ces civils qui rentrent de façon légale dans la production de sécurité, soit parce qu'ils pensent que c'est une porte ouverte aux questions de non-respect donc des droits humains, soit parce qu'ils pensent que ça va devenir une question suffisamment difficile à gérer, même si on arrivait donc à en finir avec le terrorisme. Donc la réticence ou l'opposition de certains acteurs se situe à ce niveau-là. Est-ce que ces volontaires ont eu suffisamment donc de formation en termes de respect des droits humains, en termes de présomption d'innocence, pour pouvoir donc faire la part des choses quand on est sur le champ de bataille? Peut-être il y a soit une méconnaissance donc de la composition de ces groupes, soit une méconnaissance de la formation qui a été donnée, soit peut-être aussi les gens donc ont une perception officielle de ce que devrait être une armée et des gens qui se battent pour libérer un territoire. Il faut donc clarifier tout cela et avancer. En tout cas, nous faisons dans cette émission un petit détour à la régie avant de poursuivre notre audience. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le parrainage du président de Vista Group Holding, Ouagadougou abritera la 7e édition du Forum multisectoriel de développement des entreprises Africalia 2023.
Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africalia se tiendra du 24 au 26 mai 2023 au Centre international des conférences de Ouaga 2000. Africalia 2023, c'est plus de 500 chefs d'entreprise originaires d'une vingtaine de pays, 5000 rendez-vous d'affaires personnalisés, une présence remarquable d'institutions financières internationales de référence, un panel sur les outils internationaux de financement des projets privés et les grands projets structurants dans l'UMOA. La grande innovation de cette 7e édition est le concours Startup Africalia 2023 qui récompensera les meilleurs projets innovants. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures. Retour sur le plateau du tribunal de l'actualité après cette respiration institutionnelle et informative qui vous permet aussi de communiquer au cours de nos audiences qui s'intéressent aujourd'hui, l'audience du jour, donc à la crise sécuritaire qui sévit au Burkina avec Zakaria Soré, socio-anthropologue et enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous parlons de dynamique sociopolitique et de mutation sociale dans la crise sécuritaire que vit le Burkina depuis plusieurs années. Des chercheurs se sont penchés sur cette situation et organisent demain, 23 mai, une journée d'études sur la question. Une journée riche de 3 panels, donc, dont le premier évoquera les fondements sociopolitiques de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Alors, que dire rapidement de ces fondements sociopolitiques, justement, de cette crise? Ce qu'il y a à dire, c'est que je voulais laisser donc les panélistes répondre à la question et on a donc cette vision scientifique, ces regards scientifiques qui supposent que il faut qu'on apporte de l'information à la population. Et en regardant donc les fondements sociopolitiques de la crise sécuritaire, cela nous permet de sortir donc de cette dynamique d'indexation et de cette dynamique de fatalisme qui ne répond pas donc à la réalité des choses. Donc on permet. Qu'est-ce que vous entendez par politique d'indexation et de fatalisme? Non, l'arrivée du terrorisme sur notre territoire est aussi suivie donc d'indexation, de stigmatisation de certaines communautés, de certaines religions, de certaines pratiques religieuses, de certains individus. Donc on s'est dit que cet élément d'indexation qui n'est pas fondé sur des bases scientifiques, ce sont beaucoup plus des éléments nuisibles que des éléments qui apportent des réponses. Donc, en consacrant un panel au fondement sociopolitique de la crise sécuritaire, c'est une occasion pour nous de revenir donc sur ce qui peut avoir produit la crise sécuritaire à partir du fonctionnement de notre société, à partir des relations entre les communautés, à partir donc des stratégies et à partir donc de la nouvelle religiosité qui commence donc à s'imprimer. On regarde aussi en termes de gouvernance, qu'est-ce qui peut être à l'origine donc de l'arrivée de cette crise sécuritaire. Donc les fondements sociopolitiques pour nous constituent donc un vaste panel qui va nous permettre de regarder en termes de gouvernance et de fonctionnement de nos sociétés, qu'est-ce qui a facilité donc l'arrivée de cette crise-là. Ce qui nous permet justement donc de nous positionner au-dessus donc de l'analyse simpliste et facile qui amène à indexer certaines personnes ou certains individus. Bernard Bougman. Oui, mais après de riches travaux comme ça où on reverse les conclusions, comment on les exploite? Parce que ça, c'est notre paire de manches. Nous sommes, dans notre approche, on pense que nous, dans le monde de la recherche, nous avons donc le devoir de produire des savoirs, de produire de l'information sur les dynamiques de vie de nos sociétés. Et nous, ce qu'on aurait voulu faire, c'est justement donc pouvoir remettre toute cette information à celui qui a la capacité de décider et de regarder pour que cette personne sache
ce qui est à la dynamique de développement de l'insécurité. Quand vous dites celui qui a la capacité de décider, vous dites clairement qui? Le président de la transition ou les autorités en charge de la gestion de l'État? Je parle des décideurs dans leur ensemble. Donc, les autorités politiques et administratives, les autorités techniques également en termes de production de sécurité. Ce sont tous ces acteurs-là. Et nous pensons souvent qu'il leur faut de l'information aussi. Et la recherche est l'activité qui permet aussi de donner de l'information et souvent de faciliter donc la prise de décision à certains niveaux. Bernard Bougma? Oui, justement. Maintenant, je dis, vous faites votre boulot de production, de travail intellectuel, et après, il y a l'application. Bon, naturellement, vous allez le verser, c'est acquis des droits pour appliquer, mais l'UP n'est pas le faire. Mais dans le contexte actuel aussi, dans le contexte de la recherche de solutions, est-ce que vous êtes sollicité d'ailleurs pour faire partie de certaines commissions au niveau étatique? Parce que souvent, on regarde, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais je crois que ça commence à être inversé parce que il n'y a pas très longtemps, par exemple, la semaine passée, nous avons par exemple reçu une correspondance au sein de notre département qui invitait à désigner des sociologues qui vont participer aux travaux sur le statut de la chefferie traditionnelle. Je pense déjà que c'est un premier pas et souvent aussi on est sollicité à donner notre lecture sur des problèmes que notre société connaît. Et je pense déjà qu'il y a une inversion parce que de par le passé, c'était pas comme ça. De par le passé, on avait l'impression qu'on a deux mondes qui se regardent à distance. Le monde de la décision politique et le monde de la production de l'information sur nos sociétés. Donc, chacun se contente de faire son devoir sans que les deux ne se parlent. Mais nous, dans notre approche, à travers donc cette journée scientifique de demain, c'est de casser donc ce cloisonnement entre ces deux mondes, permettre à ces deux mondes de pouvoir se parler et de pouvoir profiter chacun des résultats des travaux de l'autre. Et je pense aujourd'hui que de plus en plus on commence donc à être appelé. Tout comme ce qui se passe ce matin, je pense que c'est également une manière de penser que le producteur du savoir, le chercheur, a son mot à dire dans la recherche des solutions aux problèmes que nous connaissons. Oui, en fait, je pose la question parce que quand on regarde, on a identifié 4 entités qu'on appelle des forces vives. Ce sont les forces de défense et de sécurité, les groupements et les partis politiques, les organisations de la société civile et puis les autorités coutumières et religieuses. Donc, quand il y a une commission à mettre en place, on demande à chaque entité d'envoyer des hommes et puis ça s'arrête là. Mais l'univers académique, l'univers scientifique, ceux qui sont dans la recherche, on n'en parle pas. Bon, c'est vrai que dans la catégorie OSC, politique, il y a des universitaires là-dedans. Il y a des scientifiques qui sont dans les organisations de la société civile. Mais entre vous, par exemple, qui êtes socio-anthropologue, qui êtes dans une organisation de la société civile, qui ne parle pas de sociologie ni d'anthropologie, même si vous êtes admis à être membre, ce n'est pas le regard du sociologue qu'on a sollicité. On a sollicité le leader de la société civile qui parle d'autre chose que d'anthropologie ou de sociologie. Et donc, effectivement, dans cette définition des forces vives, je pense, de mon point de vue, qu'il y a une limite dans la composition parce que ces messieurs ont leur mot à dire et même jusqu'à l'élaboration des lois. Mais bon, ici, on a l'impression que comme c'est le domaine des sciences, dites sciences aussi, c'est pas des sciences appliquées, c'est pas concret, bon voilà. C'est des gens qu'on a laissés sur le carreau alors qu'ils ont une très bonne production. Vous dites que ça commence à aller. Espérons que d'ici là, on va voir ces choses-là dans d'autres commissions à créer au niveau du Burkina Faso. C'est un commentaire que je faisais, c'était pas une question. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont restés dans les tiroirs. On ne les utilise pas, on ne s'en imprègne pas. Voilà, donc du coup, on a comme l'impression que on dit des choses. Il y a si on regarde un peu tout ce qui a été produit depuis, il y a sans doute des solutions qui sont laissées de côté. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour inverser effectivement cette tendance? Je pense que le commentaire du juge est parfaitement la réalité parce que c'est vraiment rare pour des sujets qu'on nous
invite directement. Peut-être on commence à avoir de petits papiers en passant et souvent c'est des individus qu'on voit, mais pas la communauté scientifique organisée, soit autour des disciplines, soit autour d'académies, parce qu'aujourd'hui le Burkina a par exemple des académies dans lesquelles on retrouve les praticiens de toutes les disciplines, donc des sciences sociales, des sciences biologiques, des sciences médicinales, qui se retrouvent et qui sont dans une dynamique de produire du savoir et d'aider la société à trouver des réponses face à ces problèmes. J'ai aussi l'impression que pendant longtemps, dans la conduite de nos sociétés, on a pensé que ceux qui sont dans la recherche n'ont rien à dire. Et c'est cela qui a continué et c'est ce qui fait qu'il est difficile qui fait que on n'invite pas les chercheurs officiellement face à certaines questions. Ça devient donc à les noyer dans des composantes et justement comme vous le dites, si vous êtes noyé dans certaines composantes, c'est votre idéologie on cherche, mais pas votre vérité scientifique. Et là aussi, ça peut poser un problème. Ouais. Ça pose effectivement des problèmes. Il y a cette journée scientifique donc qui a lieu demain 23 mai, une journée scientifique déclinée en 3 panels. Nous avons évoqué le premier des panels qui s'intéresse aux fondements sociopolitiques de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Un mot rapide sur les 2 autres, gestion des crises armées dans les sociétés burkinabées, ce qu'enseigne l'histoire. Oui. Ce serait intéressant par exemple de savoir ce qu'enseigne l'histoire pour pour partir de ces leçons-là pour le futur. Et ensuite, le dernier panel concerne les violences armées et les dynamiques de résistance dans les sociétés burkinabées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur ces 2 panels, qui sont quand même assez importants? Oui. Tout à fait, parce que nous pensons que résoudre une crise comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est un ensemble de choses à faire. Des actions du point de vue martial, mais aussi des actions du point de vue diplomatique. Et réinterroger l'histoire nous ramène justement à rentrer dans cette position que ce qui a existé hier peut résoudre des problèmes aujourd'hui. Et si on ne sait pas ce qui a existé hier, il est souvent difficile de trouver la bonne solution parce qu'on fouille loin alors que la solution peut être à côté. Donc pour nous, la cohabitation entre les différents groupes sociaux au Burkina est faite de dynamiques de compromis, des dynamiques de négociation, des dynamiques diplomatiques qu'on pourrait aujourd'hui faire renaître et qui pourraient aider à donner des réponses à certains niveaux. Parce que parmi les causes de l'avancée des groupes terroristes, il y a aussi les questions de difficiles relations entre communautés. Alors qu'on sait que les communautés ont partagé des choses ensemble. Il y a eu des accords, il y a eu des négociations, il y a eu des pactes qui existent entre différentes communautés. Si on réinterroge l'histoire et l'histoire nous montre comment des solutions ont résolu, comment des sociétés ont résolu des problèmes de violence par le passé, on pourrait aussi essayer de tenter aujourd'hui de puiser donc dans ce background sociétal qui est fort et qui n'est pas encore, qu'on ne peut pas encore mettre de côté. De l'autre côté, le second panel interroge donc la dynamique de résistance pour montrer que les populations n'ont pas croisé les bras et regardé les groupes terroristes faire ce qu'ils veulent. Les populations ont essayé de répondre. Et en interrogeant donc les dynamiques de résistance et de voir quelles sont les formes de résistance qui sont développées par les populations et justement comment les formes de résistance au niveau local développées par les populations peuvent être soit appropriées par l'État, les forces de défense et de sécurité, ou soit comment donc ces dynamiques de résistance là peuvent être accompagnées pour permettre donc le retour de la sécurité dans les divers espaces territoriaux. Bernard Bougman, une préoccupation sur ces questions-là à notre convoqué du jour? Oui, puisque la gestion c'est un élément qui est très important, c'est l'autre paire de manches de cette situation. Parce qu'il y a la gestion de la situation, il y a la gestion humanitaire, et puis voilà. Donc, mais comme le palais n'est pas encore terminé, sinon je serais intéressé de savoir l'après-panel, qu'est-ce qui va être fondamentalement dit. Et après, comment est-ce qu'on met en place. Maintenant, la question c'est, ça rejoint l'une de mes questions que j'avais posées par rapport au suivi. Voilà, vous faites un travail, vous remettez à qui de droit. Est-ce que vous permettez
de mettre en place un mécanisme de suivi qui puisse contribuer à rebondir à un autre rendez-vous de travail intellectuel comme ce que vous êtes en train de faire demain. Peut-être c'est la belle suggestion que nous allons prendre. Sinon, dans notre démarche, on n'avait pas prévu de telles choses. On s'était contenté d'abord, premièrement, de notre activité donc de chercheur et deuxièmement, de notre devoir d'informer la société. On s'est contenté donc de ces choses-là et ce qui fait qu'on a invité donc des autorités à venir participer et à s'approprier donc les résultats de ce qui va sortir. Mais on ne s'était pas dit que nous on pouvait donc organiser un type de suivi pour regarder comment ça va être appliqué. Peut-être c'est un peu... Le tribunal de l'actualité vous vend donc cette idée. Oui. Mais que répondez-vous donc, Zakaria Soré, à ceux qui estiment que c'est des chercheurs, ils vont se réunir, ils vont parler. Nous, on n'a pas besoin de parole, on a besoin d'action. À quoi ça sert finalement de se réunir pour parler de tout ça? Non, c'est de dire déjà que l'action sans la réflexion est une action qui est vouée à l'échec. Quand on agit sans au préalable, après avoir réfléchi, regardé, on a une très forte chance de se tromper. On a une très forte chance. J'ai pas envie de dire échouer parce que je me rappelle donc de cette belle citation de Juge Bougma au départ, mais on restera toujours à côté de la solution. On n'atteindra pas la solution parce qu'on n'a pas au préalable réfléchi. Et je pense que cette idée, c'est justement l'idée qui a fait que le monde de la recherche est tenu le plus souvent à l'écart de la recherche de la solution. Par exemple, si on fait une comparaison avec d'autres espaces, je vais prendre un exemple banal. Rapide. Si on revient au temps de la COVID-19, par exemple, pendant que certains cherchaient des réponses scientifiques, en impliquant des scientifiques, nous sommes allés dans des réponses de fatalité, en nous repliant sur nous-mêmes et en nous repliant sur des questions donc métaphysiques qui sont très loin de la solution. Donc tant qu'on ne fera pas confiance à l'information donnée par le scientifique, on se retrouvera donc à prendre les informations proposées par d'autres personnes hors de contexte. Et le savoir produit hors de contexte est souvent un savoir qui n'est pas forcément adapté ou un savoir qui escamote un certain nombre de choses. Donc la probabilité que ce soit la bonne réponse est faible. Alors que si on fait confiance aux producteurs internes du savoir sur nos sociétés, je crois qu'on a résolu une partie donc de nos problèmes aussi. On a résolu une partie de nos problèmes. La théorie et la pratique sont deux faces d'une seule et même médaille. Il faut précéder la pratique de la réflexion. Il faut aussi éprouver donc la pratique par la recherche, par des solutions qui ont été inventées en fonction des situations que l'on a recensées sur le terrain. Ainsi s'achève cette audition du tribunal de l'actualité qui a abordé les dynamiques socio-politiques, mutations sociales et axes de résistance qu'induit la crise sécuritaire que vit le Burkina depuis plusieurs années déjà. Et je rappelle que cette problématique fait l'objet d'une journée scientifique qu'organise ce 23 mai à Ouagadougou le laboratoire Genre et Développement de l'Université de Ouagadougou en collaboration avec le programme Pilot African Postgraduate Academy, c'est le PAPA. Nous avons donc évoqué ce sujet avec un acteur de cette journée d'études, à la personne de Zakaria Soré, socio-anthropologue, enseignant-chercheur. Merci, Monsieur Soré, d'avoir honoré notre convocation. Merci bien et merci à votre chaîne qui a dessiné une très bonne relation avec le monde de la recherche qui nous permet aussi de montrer ce que nous avons à montrer à la communauté. C'est notre devoir et juge Bernard Bougma était à la manœuvre pour cette audience. Merci. Merci, Président. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades et prenons soin les uns des autres, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.